Bonjour, nous voici ensemble pour démarrer la session sur le pacing. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui nous ont envoyé leur très belle lettre à ma fatigue, dont vous avez eu un premier extrait précédemment. Et vraiment, c'était formidable pour nous d'avoir autant d'impact et d'avoir ces modes d'expression si variés, poétiques et très, très émouvants de nos ressentis. Je laisse la parole aux participants à ce webinaire sur pacing, que je remercie beaucoup d'être là, parce qu'ils ont dû faire beaucoup de pacing aussi pour venir. Et donc, je leur laisse la parole. Alors, dans l'ordre, si on veut dans l'ordre alphabétique, Aurore, vous voulez bien vous présenter? Bonjour, je m'appelle Aurore. Moi, je suis diagnostiquée depuis un petit peu plus d'1 an, mais avec un parcours bien plus long dans la maladie avant d'obtenir le diagnostic, comme beaucoup d'entre vous. J'ai un état qui est modéré moins, flirtant avec un état sévère en fonction des périodes. Un état qui n'est pas forcément encore extrêmement stabilisé et qui navigue un petit peu entre deux eaux en fonction des jours, de modéré à sévère. Alors, avant que les co-présentateurs se présentent aussi, je voulais préciser que, en fait, nous avons des personnes ici qui sont atteintes de MSFC. Tout le monde ne connaît pas la maladie ni l'abréviation, avec des états différents. Donc, le syndrome de fatigue chronique, vous avez dans ce terme la fatigue, justement mal nommé, qui est en fait un épuisement et qui n'est pas du tout le seul symptôme, parce qu'il y en a énormément d'autres très invalidants et on entendra parler de ces autres symptômes. Et encéphalomyélite myalgique, EM, qui est le terme qui est largement préféré, avec des caractéristiques particulières, on va dire c'est plus spécifique EM. Donc, excusez-nous à l'avance pour ce jargon auquel on est habitué de SFC ou EM-SFC, puisque finalement, ce pacing, il est surtout pratiqué par ces malades-là. Mais si on en parle avec vous, c'est parce que, comme on va vous le préciser, il peut tout à fait être utilisé dans d'autres pathologies. Je repasse la parole pour les présentations. Isabelle. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis donc bénévole active à la SFC. J'ai été diagnostiquée en médecine interne pour une encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique en 2018, avec des semaines, de longues semaines, de longs mois en état sévère modéré, aujourd'hui en état léger, ce qui me permet de partager la journée avec vous. Alors, moi-même, je suis la vice-présidente de l'Association française du syndrome de fatigue chronique. Laurence, vous voulez bien vous présenter? Laurence, votre micro, s'il vous plaît. Oui, voilà, désolée. Bonjour à tous. Je travaille à France Asso Santé. Je m'occupe plus particulièrement de la prévention et de la promotion de la santé. Et je travaille sur la capitalisation d'expérience en promotion de la santé. Donc, avec Isabelle, nous avons capitalisé la démarche qui a mené à l'outil pacing que je vous présenterai tout à l'heure. Si, Jean Didier. Oui, écoutez, Jean Didier, donc je suis atteint d'encéphalomyélite myalgique depuis 2012. Je peux raconter brièvement comment ça a démarré. C'était sur un week-end, pris de vertige, comme ça, d'un seul coup, et puis une fièvre, une forte angine, et je termine le week-end exténué. Il s'ajoute des troubles de digestion, arrêt de travail, je me sens vidé, sans énergie. Et là, il se passe vraiment des choses bizarres. Et bon, j'en arrive, à force de consultation, à être diagnostiqué en 2014, donc 2 ans plus tard. Voilà, depuis, j'ai adhéré à la SFC, je suis devenu bénévole et j'ai assuré des permanences d'accueil pour les personnes qui ont besoin d'informations sur cette maladie. J'ai fait la formation de 35 heures d'éducation thérapeutique du patient et je participe aussi aux ateliers ETP au CHU d'Angers, voilà, pour des personnes souffrant de MSFC
Voilà, et je fais aussi une causerie pacing avec quelques personnes qui sont atteintes de cette maladie. Alors, ETP, pour ceux qui ne connaissent pas, éducation thérapeutique du patient. Alors, quelques précisions. Donc, on va en fait faire un échange le plus interactif possible avec les personnes qui sont là. Je veux juste faire un petit préambule sur ce terme pacing, ce que ça représente, et puis ensuite, chacun témoignera sur différents aspects. Voilà. Alors, pacing, c'est de l'anglais. Alors, c'est une méthode qui vient du monde anglo-saxon, des malades aussi à l'international qui nous ont inspiré l'idée de nous pencher sur cette méthode-là. Pace, ça veut dire rythmer. C'est un outil utilisé aussi par les sportifs pour obtenir le meilleur de leur corps et de la performance en minimisant la fatigue. Adapter mon rythme de vie, vous voyez le sous-titre de ce petit guide qui a été conçu par la SFC, mais avec bien d'autres malades au-delà de nos adhérents. Je remercie tous les malades qu'on appelle malades experts, en fait, malades experts à force d'avoir éprouvé l'épuisement et les symptômes associés et à force d'avoir été totalement contraints de chambouler leur rythme de vie et de trouver comment ne plus perdre pied, voire remonter quelques marches. Ose ton rythme, c'est un des slogans de la journée, parce que voilà, la clé essentielle dans tous les épuisements avec ou sans diagnostic, c'est-à-dire pas la simple fatigue, un épuisement, on n'a plus du tout de ressources, et surtout ce qui pose problème, c'est qu'on n'en récupère pas avec une sieste, on n'en récupère pas avec une nuit qui a l'air pourtant pas trop mauvaise, parce que le sommeil n'est souvent pas récupérateur. Et ce qui est souvent décrit par les malades, c'est un problème de batterie. Donc, ils commencent la journée avec une batterie qui est à 20-30%, et ils doivent faire toute leur journée, toute leur semaine avec cela. Alors, pourquoi vous allez dire pacing? C'est un peu gênant ce terme, est-ce qu'on ne peut pas parler français? Alors, la traduction que proposent les chercheurs, c'est stimulation adaptative. On trouve que c'est pas très adapté, parce que ça veut dire stimulez-vous et pour vous d'adapter, donc ça veut dire faites-en plus. Et le pacing, c'est pas en faire plus, c'est pas en soi, c'est pas l'activité physique adaptée. Le but, c'est faire juste et faire moins le plus souvent par rapport à ce qu'on souhaiterait faire. Il y a plusieurs types de pacing, et nous, celui dont on parle, c'est le pacing qu'on appelle pacing naturel, c'est-à-dire le pacing qui est vraiment construit par nous malades pour rester en deçà de son seuil de crash. Enfin, le crash, pour nous, c'est le malaise post-effort, c'est-à-dire ce qui arrive quand on est dans le rouge, très, très foncé, qu'on n'a plus aucune ressource et qu'on exacerbe tous les symptômes. Voilà. Mais il y a plein d'autres types de pacing, et des pacing qui poussent plutôt le malade à augmenter progressivement son rythme. Ça, c'est dans les données probantes de la littérature. Je voulais bien préciser que nous, on est dans le pacing naturel. Alors, ce petit guide, il y aura sûrement des questions. Il a été construit par des malades pour des malades. Laurence vous présentera tout à l'heure la capitalisation de la démarche. Donc, elle vous parlera de la démarche. Je vous l'illustre juste. Voilà, vous avez des définitions. Alors, on l'a voulu très pratique, échelle de sévérité. Alors tout à l'heure, Jean-Didier, Isabelle, Aurore vous ont dit, voilà, je suis en état léger, état sévère. En fait, c'est une échelle pour se situer par rapport à ce qu'on ne peut plus faire. Et on a des malades en état léger qui peuvent assister à un webinaire aujourd'hui. On a des malades en état très sévère qui sont allongés à l'abri de toute stimulation sensorielle pendant des mois, des années, qui malheureusement sont complètement effacés de leur vie et ont de très très graves difficultés. Alors je vous montre un outil qui est de repérer ces activités, de voir si elles sont peu énergivores, on les classe en vert, si elles sont en rouge, très énergivores, ou si elles sont en orange, les faux amis. Je propose aux malades qui sont là, quand ils souhaiteront parler d'un outil en particulier, je pourrais l'afficher, notamment la fameuse boussole de l'énergie qu'on affiche le matin sur son réfrigérateur ou ailleurs,
Est-ce qu'on est en zone de confort, c'est-à-dire on va pouvoir faire de petites choses, ou est-ce qu'on est déjà dans la zone rouge et on a épuisé ses ressources à 9 h le matin. Et là, c'est un signal fort pour soi et pour l'entourage. Alors, ce guide est offert par la SFC à tous ceux d'entre vous qui le demanderont. Juste, on vous demandera de vous acquitter des frais de port. Vous pourrez aller sur le site de la SFC. Je n'irai pas plus loin pour cette présentation de base. On pourra reparler de différents aspects. Et donc, nous allons maintenant échanger. Alors, je vais redonner la parole à Jean-Didier, Isabelle et Aurore. Alors, première chose, est-ce que vous pouvez nous dire tour à tour, vous, dans ce qui vous a empêché à un moment donné de mener votre vie normalement, on va dire, qu'est-ce qui a été le plus difficile et comment vous avez découvert le pacing? Est-ce que vous l'avez découvert sous ce terme-là? Est-ce que vous le faisiez sans le savoir? Comment vous êtes entré dans cette démarche de pacing? Peut-être Aurore pour commencer? Ben, comme je le disais, c'est vrai que moi j'ai une plainte de fatigue qui remonte à l'enfance. Mais avec des examens médicaux qui ne montraient rien, ce qui fait que d'année en année, enfance, adolescence, jeune âge adulte, finalement, j'ai fait en sorte de mener une vie la plus ordinaire possible par rapport à des personnes du même âge que moi. Et malgré une fatigue extrêmement pénalisante, je pense que j'avais fini par imaginer qu'en fait, c'était ce que tout le monde devait ressentir, que tout le monde devait vivre avec un tel niveau d'effort pour la moindre action du quotidien et une telle sensation de fatigue. Et je me disais, en fait, les autres doivent avoir la même sensation, mais ils s'en plaignent pas, ils s'en sortent mieux, ils le supportent peut-être mieux, mais ça doit être normal de ressentir ça. Mais malgré cette idée que ça devait être normal, et pour pouvoir mener à bien les petits projets que je pouvais avoir en fonction de mes différents âges de vie, j'ai été obligée de mettre en place tout un tas de choses parce qu'en fait ça tenait pas. J'étais tout le temps malade, j'étais régulièrement très épuisée, et donc je me suis très rapidement rendu compte, pas forcément de façon explicite, mais en tout cas j'ai été obligée d'organiser tout un tas de choses dans ma vie pour pouvoir faire le maximum possible d'une façon ordinaire en fonction de mes différents âges de vie. Et ça impliquait énormément d'organisation, comme différer, fractionner, beaucoup anticiper, énormément de rétro-planning parce que je devais toujours savoir à quel moment j'allais pouvoir avoir une pause, un repos complet suffisamment long pour pouvoir récupérer un minimum pour repartir. Et donc ces programmes, ces plages de repos complet, elles étaient obligatoirement programmées parce que sinon en fait la vie ne s'arrête jamais et les stimulations ne s'arrêtent jamais. Et si je programmais pas 2 à 3 jours pendant mes études ou pendant ma vie professionnelle, si je programmais pas 2 à 3 jours de rien, ça se présentait jamais. Donc ça m'amenait comme ça à avoir une vie et un emploi du temps extrêmement organisé, beaucoup d'anticipation, beaucoup de rigueur sur la gestion des horaires, beaucoup d'impasses, plein de choses que j'arrivais pas à faire, et c'était des choses qui étaient forcément un petit peu suspectes vu de l'extérieur, parce que quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'on n'a pas d'enfants, qu'on travaille à temps partiel, on n'est pas censé avoir une vie organisée comme ça aussi précisément, et on est censé pouvoir être un petit peu plus libre de son timing. Et la découverte du pacing, l'accès au diagnostic m'a permis de découvrir ce que c'était que cette approche, cette méthode, le pacing. Et pour moi, ça a été vraiment un grand soulagement parce que ça m'a permis de découvrir que l'ensemble des stratégies que j'avais mises en place spontanément dans ma vie quotidienne n'étaient pas inutiles déjà, pas complètement foldingues. Et que je pouvais même aller un petit peu plus loin. Donc ça m'a aidé beaucoup à expliciter des stratégies et à pouvoir aussi justifier ma façon de m'organiser en me référant à une méthode d'accompagnement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup
Aurore, peut-être Jean Didier? C'est vrai que démarrer sur le pacing, moi, ça s'est fait d'une façon un peu intuitive, parce qu'on ne parlait pas de pacing à ce moment-là. La maladie s'est déclarée en 2012, j'étais diagnostiqué en 2014 et je n'avais pas encore entendu parler de pacing. Et ce qui m'a amené à faire attention à ma vie, à ce que je faisais, au peu d'énergie que j'avais, il a fallu que je passe par certaines étapes, puisque j'étais comme beaucoup à me dire il faut que tu te bouges, ça ira mieux. Et ça, c'était vraiment destructeur. Et pourtant, j'essayais de bien me reposer, de dormir le mieux possible, même si je me réveillais fatigué le matin, de faire une sieste l'après-midi tant que je pouvais le faire. Mais après, je brûlais l'énergie très rapidement et je me suis rendu compte, là, c'était une prise de conscience, que je ne pouvais pas continuer sur ce rythme-là. Donc, j'ai commencé à réfléchir et à mettre en place un planning, de voir ce que je faisais dans la semaine. Et c'est surtout lorsque j'ai été licencié, j'ai pas pu continuer mon activité professionnelle à cause de la maladie. J'avais tenté de travailler en temps partiel thérapeutique 2 demi-journées par semaine et je me rendais compte que c'était pas possible. J'ai été licencié, donc il a fallu déjà dans un premier temps accuser le coup et être accompagné, parce que d'être licencié, d'être mis en invalidité, c'est pas évident, ça, c'est dur. Donc, d'avoir un accompagnement psy, je pense que ça aide beaucoup et c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Et par la suite, il a fallu aussi que je laisse ma colère de côté, parce que ça m'empêchait d'avancer. Tant que j'étais dans la colère, je pouvais pas réfléchir sur comment aller mieux. Donc, cette colère, elle était contre la maladie, cette maladie qui n'est pas reconnue, et aussi cette maladie qui me rendait invalide. Et ça, bon, il a fallu que je laisse cette colère de côté. Une fois ça fait, j'ai pu vraiment me poser et me dire comment faire au mieux. Donc, je parlais d'un planning, c'était vraiment une première chose, parce que je ne me rendais pas compte de l'énergie que je dépensais tous les jours. Moi, je regardais ma journée, je dis j'ai encore rien fait aujourd'hui, parce que je regardais uniquement les activités plaisir, ou en tout cas celles pour lesquelles je m'investissais où ça avait du sens. Donc, je comptais pas le lever, le fait de manger, de prendre mon petit déjeuner, de prendre ma douche. C'est aussi bête que ça, mais tout ça, je ne comptais pas. Et j'ai commencé à le mettre dans mon planning. Donc, de cette manière que je suis rentré dans le pacing, en réalisant que je faisais plein de choses, trop de choses. C'était mal équilibré, c'était brouillon. Il fallait que je mette de l'ordre dans tout ça. Donc, c'est cette manière que je suis rentré dans le pacing. Merci. Isabelle, sur le pacing, votre découverte, votre entrée dans cette méthode, cette démarche? Oui, alors en fait, pour moi, ça a été assez brutal puisque c'est arrivé quasi du jour au lendemain sans que je m'y attende. Donc, très, très, très surprise. Alors, j'ai pas appliqué le pacing tout de suite parce que déjà, je pensais que c'était provisoire. Et puis, de fil en aiguille, de pas pouvoir me lever, de plus pouvoir parler, de plus pouvoir écouter mes enfants parler sans que ça me crée un brouillard, sans que j'ai envie de me mettre dans le noir, sans que… Enfin, c'est vraiment… On l'imagine pas tant qu'on ne le vit pas. Heureusement, j'allais dire, ça m'est arrivé à 47 ans et j'étais entourée de personnes qui me connaissaient comme quelqu'un de nature très, très énergique. Donc, j'ai pu être prise au sérieux. Beaucoup moins par les médecins, en grande partie, sans faire le procès de qui que ce soit, c'est juste pour faire un petit témoignage parce qu'on nous catalogue beaucoup dans les personnes dépressives. Et finalement, ils m'ont rendu service parce que je me suis dit, eux, s'ils savent pas, je vais essayer de me battre toute seule et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et du coup, c'est ce qui m'a amené petit à petit. Alors, je comprenais pas pourquoi je tenais pas debout. À chaque fois que je me mettais debout, j'avais mon cœur qui battait très, très vite et il fallait vite que je m'allonge. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à instaurer des petites choses comme le tabouret à roulettes pour faire la vaisselle. Alors, peut-être que la moitié de la vaisselle, mais voilà, des petites choses sur à mesure. De prendre des petites boîtes où je mettais tout à l'intérieur et je me disais, au moins, si j'en ai besoin, j'ai tout à proximité sans être obligée de me lever. J'ai commencé en fait à appliquer le pacing comme ça.
Et puis, bien évidemment, avec l'aide très, très, très précieuse de tous les malades qui ont été malades avant nous, et ben, j'ai connu ce fameux pacing qui existait et j'ai commencé à l'appliquer à moi-même, en fait. Hein. Voilà. Mais comme disaient Aurore et Jean Didier, c'est quelque chose dans le début de la maladie qu'on est obligé de faire malgré nous parce qu'on n'a que nous, en fait, comme interlocuteur pour nous aider, peut-être un peu notre entourage. Merci. Est-ce que vous pouvez, les uns et les autres, nous décrire un peu plus précisément des stratégies ou un outil ou une stratégie assez concrète de quelque chose que vous avez mis en place, avec aussi les difficultés dans cette mise en place, parce que le pacing, on sait, il y a de l'expérimentation. On a fait ce guide et on est là pour vous parler. On peut tracer des voies, on peut partager l'expérience, mais comme disait Emmanuel Jouet tout à l'heure, on apprend de sa fatigue, on apprend de sa maladie, mais on refait son propre chemin. En revanche, on peut apprendre différemment et on peut échanger et vraiment être facilitateur pour d'autres malades, et c'est notre rôle aussi aujourd'hui. Mais c'est important de dire que ça reste entre les mains de la personne et ça peut être vraiment une succession d'essais et erreurs avant de trouver ce qui vous convient vraiment. Est-ce que vous avez des témoignages à donner sur cet aspect ? Oui, éventuellement. J'ai envie de parler de la routine du repos parce que, comme je disais tout à l'heure, je faisais plein de choses dans mes journées. Quand je dis plein de choses, tout est relatif. Parce qu'en fait, tant que j'étais dans l'activité, je ressentais pas forcément la fatigue. En tout cas, je ressentais pas tout de suite. Ou alors, je tentais de l'ignorer et je continuais à forcer et je continuais comme ça, ce qui est vraiment très mauvais. Enfin, faut pas agir de cette manière-là. Donc, il a fallu que je me rende compte qu'en fait, la fatigue, l'épuisement arrivait 48 heures, souvent pour moi en tout cas, 48 heures après. Et que je mettais vraiment du temps à m'en remettre quand j'avais vraiment trop forcé. Donc, je me dis, déjà, je l'avais entendu par le médecin interniste, il faut ne pas dépasser son seuil de fatigabilité. Waouh! Alors, quand on entend ça, on se dit, c'est super, mais je fais comment, moi? Parce que tant que je suis dans une activité, faire la vaisselle ou préparer le repas, je me rends pas compte, je suis debout, c'est difficile, j'ai des vertiges, mais je continue, il faut bien que je prépare mon repas, toujours il faut bien et je me pousse à faire. Et donc, tant que j'étais dans cette idée-là, ça marchait pas. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait pas forcer, qu'il fallait se ménager des temps de repos. Et j'ai pu à un moment donné me dire, allez, stop, je gomme tout ce que j'ai mis sur mon agenda et mon planning, que j'avais déjà essayé de structurer un petit peu, pour en mettre le moins possible, pour hiérarchiser les choses importantes. Et je me suis dit, je vais mettre une routine de repos, de pouvoir prévoir des temps de repos réguliers tout au long de la journée. Et ça a été vraiment super bénéfique, parce que en discutant avec une personne qui fait du pacing aussi, elle me disait, mais si je fais ça, je vais pas pouvoir faire tout ce que j'ai prévu. Ben oui, c'est le but. C'est que en mettant des temps de repos très régulièrement tout au long de la journée, on est obligé de limiter ce que l'on a à faire et on le fait que sur des petites tranches horaires. Et ça, moi en tout cas, ça m'a apporté du bien. Donc, un des moyens du pacing, c'est l'agenda, bien sûr, mais la routine du repos, je dirais, c'est le deuxième outil important. Aurore ou Isabelle, vous avez un témoignage sur ces aspects-là, sur des routines ou sur quelque chose que vous avez mis en place avec les difficultés? Allez, je peux prendre peut-être la suite de Jean Didier. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, peut-être en écoutant Jean Didier, je me disais qu'il y a quelque chose auquel j'avais pas forcément pensé là dans mes réflexions pour ce webinaire, mais qui en fait m'a sauvé le coup plein de fois, c'est la boussole d'énergie.
sans aller jusqu'à l'imprimer, la découper, la coller, etc. parce que ça c'était trop. Mais par contre, de reprendre ce principe-là avec dans des situations où je me trouve parfois avec des enfants, sur des temps de vie quotidienne avec des enfants, des temps de repas et en fait, alors en simplifiant un petit peu, c'est-à-dire que je suis passée simplement sur un code de 3 couleurs qui correspond à quelque chose qu'ils connaissent, qui sont les feux de tricolores, les feux de la conduite. Donc quand je suis en feu vert, c'est que c'est bon, je peux faire quelque chose. Quand je suis en feu orange, c'est que bon, ok, si vraiment ça vaut le coup, si vraiment c'est important, je vais faire l'effort mais il faut absolument que je me repose derrière. Si je suis en feu rouge, ben non, je commence à être dans un état critique qu'il ne faut pas que je dépasse. Et en fait, pour la communication avec les enfants et pour leur permettre de comprendre où j'en suis et comment je peux ou pas m'adapter à eux et à leurs demandes, c'était quelque chose d'extrêmement facilitant parce que parfois avec d'autres adultes aussi qui peuvent être un peu inquiets si je me mets à faire quelque chose ou s'ils me demandent quelque chose, je peux leur dire je suis en vert, c'est bon, je peux le faire, je peux y aller. Et ils savent que je suis pas en train de me dépasser, de m'obliger ou voilà, de faire un effort trop important. Ou par rapport aux enfants, voilà, à certains moments, je peux leur dire là, je suis désolée, mais je suis en rouge et donc j'aurais besoin qu'il y ait un petit peu moins de bruit pour terminer le repas. Ou sinon, bah, moi, j'arrête le repas, je m'en vais, je finis de mon côté. Mais voilà, comment est-ce qu'on arrive à s'organiser tous ensemble? Parce que moi, là, j'ai un feu rouge. Ou quand il y a une demande pour une petite activité à partager, je peux peut-être dire, bah, là, je suis en feu orange, c'est pas l'idéal pour moi. Est-ce que c'est obligatoire de le faire maintenant ou est-ce que je peux me reposer? Est-ce qu'on peut le différer un petit peu plus tard? Donc voilà, des petits codes comme ça qui sont déjà très importants pour soi, à s'approprier pour savoir effectivement à quel moment on essaye de s'arrêter ou pas. Et en se disant que c'est ça qui est prioritaire et que si je dois faire la vaisselle en 3 fois, eh ben je ferai la vaisselle en 3 fois. Si un tiers de vaisselle m'amène dans une zone d'inconfort, ben oui, je ferai ma vaisselle en 3 fois. Et que c'est ça la priorité. Donc c'est important déjà pour soi, pour s'approprier ces repères-là, la boussole d'énergie. Et je trouve que c'est aussi très facilitant dans la communication avec l'entourage. Merci. Isabelle, vous souhaitez compléter sur ce point-là? Oui, en fait, je rejoins tout à fait le témoignage de Jean Didier et de Aurore par rapport au temps de pause et par rapport au feu, à l'exception près que le feu, quand il est au vert, on ne sait jamais quand il va rebasculer au rouge et c'est toute notre difficulté. Donc, c'est là-dessus qu'il faut être relativement vigilant. Après, moi, c'est vraiment mon rythme cardiaque qui m'a servi, entre parenthèses, de pacing. J'ai acquis récemment une montre connectée. Alors, je n'étais pas forcément fan, mais j'avoue que par rapport au rythme cardiaque, c'est ce qui, pour nous qui avons une encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique, qui nous prévient en fait avec un rythme cardiaque très très élevé quand on est en position debout, quand on dépasse largement les limites, de surveiller ce qui se passe et peut-être d'anticiper. Voilà. Et de par cette anticipation, justement, dans cette pathologie, ce qui est important, c'est quand on peut anticiper sur un rendez-vous qu'on a une semaine après ou voire 15 jours après, ça dépend. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est que dans le pacing, en fait, tout ce qui est possible dans la mesure de l'enveloppe énergétique qu'on a, il faut pouvoir anticiper sur des petites choses qui sont importantes comme des rendez-vous chez le médecin, comme beaucoup de choses, pour pas avoir à générer du stress parce que finalement, le stress nous met aussi dans un état de malaise post-effort. Alors, voilà, le pacing, c'est pour vraiment garder cette énergie ou en tout cas ne pas en dépenser. Voilà, si tu veux, Isabelle, je peux en profiter pour parler de cet état léger qui m'anime aujourd'hui et qui m'a encouragée en fait à apporter mon soutien en créant un groupe sur les réseaux sociaux qui est un groupe de pacing. Et en fait, c'est un groupe qui s'appelle RNGO, Pacing pour tous. RNGO, c'est un petit clin d'œil pour l'ergonomie et Pacing pour tous parce que je pense que toutes les personnes en état d'épuisement, peuvent être aidées par cette notion de pacing. Alors, il est très succinct en fait ce groupe, puisque l'idée c'est de partager des objets, des outils, des astuces en fait pour éviter l'aggravation
avec un mot d'ordre, rester dans une dynamique constructive. Voilà, donc rester dans une dynamique constructive, c'est quoi? Ben, c'est éviter les postes anxiogènes, éviter d'évoquer les traitements qui soient allopathiques ou qui soient alternatifs, parallèles, enfin voilà, éviter de nommer des plantes, toutes ces petites choses. Donc rester vraiment dans une dynamique constructive, à savoir les objets, les outils, tout ce qui peut nous faciliter au quotidien. Et voilà, ce groupe, eh bien, ma foi, il a été aussi alimenté par l'aide d'associations précieuses dans lesquelles on peut avoir aussi les échelles pour connaître un petit peu l'état de sévérité, et puis le livret pacing aussi, la façon de se le procurer. Voilà, puisqu'on est directement en lien aussi avec la SFC. Merci Isabelle. Donc j'avais, à la demande du public, j'avais affiché la boussole d'énergie, parce que tout à l'heure les caméras occultaient un petit peu le graphisme. Donc quand vous présenterez, vous pouvez rallumer votre caméra. J'aimerais qu'on poursuive peut-être, parce que vous avez donné des pistes, un peu montré comment vous avez cheminé pour la mise en place des outils de pacing, et il semblerait donc comme on a à faire beaucoup moins de choses qu'on en faisait avant, ça veut dire aussi dire non, ça veut dire gérer son entourage, ses proches, quand on vit à plusieurs, en famille, ou ses amis. Comment vous faites par rapport à ça? Ce matin, l'enquête a montré un résultat. On avait posé une question aux malades chroniques des différentes pathologies. Osez-vous en parler à vos proches? Alors, c'était parfois, ou entre parfois et souvent, mais enfin pas très souvent. Et surtout, la réponse intéressante était sur quand vous n'osez pas en parler à vos proches. Alors, c'était les proches au niveau familial, c'était aussi au niveau des collègues. Il apparaissait en modalité de réponse très, très fréquente: je culpabilise. Donc, la culpabilité a révélé son état d'épuisement. Comment vous avez réussi à surmonter cela? Peut-être Aurore de nouveau? Vous pouvez rallumer la caméra, je vais enlever la boussole. Comment on surmonte les difficultés qui sont liées au fait de parler de son épuisement à l'entourage? Enfin, quelles difficultés peuvent faire obstacle à cette communication, et comment on surmonte ces difficultés-là? C'est ça? Je prends le temps de reformuler pour réfléchir. Oui, tout à fait. C'est l'aspect, voilà, soi et les autres, finalement. Soi et les autres, ouais. Pour moi, il y a des choses qui sont compliquées dans le sens où j'ai souvent peur. Alors la culpabilité, oui, c'est-à-dire quand on a des conflits de valeurs à l'intérieur. Par exemple, quand il y a des personnes qui me sont très proches et qui à certains moments auraient besoin ou envie que je sois disponible pour elles. Et malheureusement, il y a plein de moments où je peux pas, parce que mon état me le permet pas. Et là, c'est sûr qu'il y a vraiment un travail à faire à l'intérieur pour faire passer sa santé en priorité, et avoir un niveau d'égoïsme nécessaire et suffisant pour pouvoir préserver sa santé, effectivement, et que ce soit ça la grande priorité. Il y a d'autres choses qui sont pas toujours évidentes aussi, qui en fait demandent beaucoup de négociation et surtout beaucoup d'explicitation. Je pense aux situations avec mes amis que j'ai vraiment très fortement envie de garder dans ma vie, mes amis, ma famille. Et en l'occurrence, communiquer avec ses amis, c'est quelque chose qui demande de l'énergie et que je peux faire si j'arrive à le programmer dans ma routine avec un équilibre repos et temps de communication sociale. Et ça, c'est pas évident parce que j'ai des amis, par exemple, qui ont pu me dire très sincèrement que parfois ils n'osaient pas m'envoyer un message ou m'appeler parce qu'ils avaient peur que ce soit trop et que ça me mette en difficulté. Et de mon côté, quand je reçois certains de leurs messages, je pouvais à certains moments être en difficulté en me disant mais comment ils vont interpréter le fait que je leur réponde pas?
Ils vont peut-être se dire que j'en ai rien à faire. Ils vont peut-être être très inquiets et du coup revenir et me re-solliciter alors que finalement j'ai juste besoin de repos et que je pourrais probablement leur répondre, mais dans 3, 4, 5 jours ou 15 jours en fonction des périodes. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'essaye de traiter au mieux par vraiment la discussion avec mes amis, en leur disant, mais effectivement, quand je ne te réponds pas, j'ai peur que tu l'interprètes de telle ou telle façon. Et donc, on passe des deals, on fait des contrats en disant, bah ok, moi, je m'autorise à t'écrire ce que j'ai envie de t'écrire quand j'en ai envie. Et par contre, si je ne reçois pas de réponse, je m'engage à ne pas interpréter ton silence. Voilà. Et on trouve comme ça des aménagements de relations qui me permettent à moi de faire défaut plein de fois dans la communication et dans ce qui serait attendu ordinairement de moi si j'étais pas malade. Mais ça me permet de faire défaut et d'échapper à ça, mais tranquillement parce que c'est ok et c'est convenu dans la vie et dans la relation avec mes amis. Voilà ce qui me vient comme premier élément. Merci Aurore. Est-ce que tous les trois, vous sentez hors norme? Alors, je me permets de rebondir sur justement sur l'intervention d'Aurore. La culpabilité, comment pourrait-on ne pas la voir avec un handicap invisible, parce que c'est directement lié finalement. Quand le peu de fois où on peut sortir et qu'on a besoin absolument de vite passer avant de se sentir tomber et qu'on a l'air d'être en pleine forme finalement, comment ne pas être coupable de tous les regards, comment ne pas être coupable ne pas se sentir coupable du regard en fait de la société. Alors oui, effectivement, il y a les amis qui nous aident à nous sentir moins coupables, mais n'étant pas aussi diagnostiqués et reconnus, la culpabilité, elle est difficile à travailler. Alors on y arrive parce que on sait que c'est pas de notre faute, mais c'est vrai que ne serait-ce que dans les réseaux amicaux, certains amis vont pas vous inviter à un événement ou vont éviter de vous dire certaines choses pour pas vous blesser, et ça agrandit encore plus la culpabilité. C'est vraiment, pour moi, personnellement, c'est vraiment un problème, cette notion de culpabilité, parce que de se l'enlever, c'est quand même pas facile. Jean-Didier, vous avez quelque chose à dire sur ce point? Oui, je me permets de réagir parce que c'est vrai que la culpabilité, je crois que si on en parle et que ça nous touche, parce qu'il y a aussi le regard qu'on a sur soi-même, parce qu'on est diminué, on ne peut plus faire les mêmes choses qu'avant, et c'est vraiment difficile à gérer, et puis parfois on a des petits sursauts d'énergie, c'est-à-dire que la batterie, au lieu d'être à 30% le matin, elle est peut-être à 40%. Il y a des matins un peu plus chouettes comme ça, et on arrive à faire un peu plus de choses. Et on se dit, ah ouais, mais aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Si les autres me voient, je sais pas, moi, balayer devant chez moi, ils vont se dire, bah, tiens, finalement, il est pas malade aujourd'hui, il arrive à sortir. Ou alors, lorsque je marchais avec ma béquille parce que j'avais des jambes qui traînaient, que je trébuchais sur le trottoir, et il y a des jours où ça va mieux et j'arrive à marcher sans ma béquille. Tiens, eh ben, et là, c'est de la fantaisie. Il peut marcher normalement aujourd'hui. Ça, c'est des films que je me faisais dans ma tête et qu'on se fait tous, parce qu'il y a des jours où on va mieux. Donc, j'ai eu cette phrase, moi, qui m'a bien plu, que j'ai entendue, s'autoriser à aller mieux, pour moins culpabiliser aussi. S'autoriser à aller mieux. C'est quand même, c'est pas évident, mais je trouve que c'est une phrase à garder et à mettre de côté, accrocher sur son frigo aussi. Je passe la suite. Oui, s'autoriser à aller mieux quand on peut aller mieux, c'est un long chemin. En combien de temps de pacing assidu, avec on tombe, on se relève, vous avez senti un début d'amélioration? C'est pas facile forcément à dire puisque ça se fait vraiment sur la durée. Et quand on avance par
par essai, en fait, qu'est-ce qui fonctionne pas, et on ne peut pas tout mesurer et maîtriser. Je voyais par exemple sur les consommateurs d'énergie, on peut jouer sur le côté de la fatigue physique, on essaye en tout cas, en limitant nos déplacements, je parlais de routine de repos tout à l'heure, d'anticiper. On a entendu aussi tout à l'heure que c'était important d'anticiper, de se reposer avant et après un événement fort. Donc ça, on peut arriver à le faire. Sur le côté, je dirais, quand on est dans le brouillard mental, on voit bien que de toute façon, au niveau cognitif, des fois c'est compliqué. Donc on essaie de jouer aussi sur le cognitif et de laisser des choses qui vont trop nous impacter pour pouvoir mieux se reposer, ou voilà. Donc sur ces deux aspects-là, on arrive à peu près à gérer, mais il y a tout le côté émotionnel, ça on ne peut pas le gérer. Donc une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative, va nous plomber et nous manger une partie importante de notre énergie, sauf que ça on ne l'avait pas prévu. Et du coup ça va jouer. Donc on peut être sur une phase ascendante où on se dit tiens, je gère mieux mon planning, je gère mieux mes temps de repos, j'essaye de déléguer, c'est pas facile de déléguer hein, d'ailleurs, pour pouvoir ne pas vouloir tout faire, mais d'essayer autant que possible quand on peut se décharger d'un certain nombre de choses. Eh bien, chouette, j'avance bien, je progresse, je commence à aller mieux au bout de quelques semaines, allez, quelques mois plutôt, hein. Et d'un seul coup, une bonne nouvelle, une mauvaise, et là, boum, tout redescend. Et on se dit, mais c'est pas possible. Je commençais à aller mieux. Parce que, effectivement, le côté émotionnel, il joue énormément. Et il y a aussi l'environnement. Pour moi, en tout cas, c'était la période d'hiver, quand à partir de mi-octobre, début novembre, je commençais à aller moins bien, à avoir moins d'énergie, donc c'est peut-être le manque de soleil, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, c'était une période très difficile. En arrivant l'été, d'être capable de marcher sans ma béquille et de faire des promenades, à l'hiver, à être incapable de marcher ou de conduire au mois de janvier. Hein. Et alors que je sentais bien que j'étais pourtant dans une phase de progression. Et même si au mois de janvier, j'étais en difficulté, j'arrivais à mesurer que quand même, malgré tout, j'étais dans une phase de progression, mais il y avait des saisonnalités, on va dire, à prendre aussi en compte. C'est pas linéaire, c'est ça que je veux dire. Donc ça met en tout cas des mois, il faut regarder, en tout cas moi j'ai commencé sur 4 ans de pacing à avoir des temps forts, des temps où ça redescend, donc c'est progressif, c'est pas linéaire. Voilà, c'est pas ce que je peux dire. Merci Jean-Didier. Aurore, dans la préparation de ce webinaire, vous aviez parlé de la notion d'assumer, qui n'était pas simple, de tricoter avec les résistances et les obstacles, et aussi de la question de la norme et de la valeur et des valeurs. Est-ce que vous voulez partager des choses avec nous sur ce point-là? Oui. Mais merci de me mettre des phares, parce qu'il y a un peu de brouillard chez moi aujourd'hui. Et effectivement, un phare de temps en temps, c'est bien utile. Moi, ce qui est assez particulier, enfin, je sais pas si c'est particulier, mais bref, j'ai travaillé dans le domaine du handicap pendant 20 ans, dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental. Ce qui m'avait amené à beaucoup réfléchir à cette notion de handicap et à une autre notion qui va avec la notion de handicap, c'est la notion de la norme socio-adaptative. Et donc la norme socio-adaptative, c'est grosso modo l'ensemble de ce qu'une société ou un milieu va attendre des individus qui composent ce milieu en fonction de leur âge, de leur genre, de leur statut. Donc c'est l'ensemble des attentes qui sont portées par l'environnement sur une personne dans cet environnement. Et clairement, quand on est en situation de handicap, effectivement, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources ou les capacités qui permettent d'accéder aux standards socio-adaptatifs qui est un petit peu défini par la société pour les personnes.
Et ce qui est assez saisissant, c'est que donc moi je galérais dans ma vie comme pas possible, en diminuant mon temps de travail d'année en année et en travaillant sur cette autour d'un public concerné par le handicap. Et c'est seulement effectivement quand moi j'ai été diagnostiquée que j'ai réalisé que j'étais moi-même concernée par une situation de handicap, puisque je n'avais pas les ressources qui me permettaient de faire ce qui serait, on va dire, normalement, avec des gros guillemets, attendu d'une personne de mon âge, dans mon milieu. Voilà. Normalement, on est censé pouvoir préparer un repas, le manger et puis débarrasser. Pour moi, c'est pas possible. Normalement, on est censé, j'ai eu ça beaucoup quand j'étais jeune, de temps en temps quand il y a des regroupements, que ce soit des fêtes ou que ce soit des regroupements d'amis, de groupes sociaux, on arrive avec quelque chose à manger ou quelque chose à boire, à partager. Et moi, c'était juste impossible, en fait, de faire un détour, d'ajouter le passage par un magasin pour faire une course spéciale avant d'aller à un regroupement, ou encore pire, de préparer quelque chose fait maison à amener au moment du regroupement. Donc, c'est l'occasion de remercier ma sœur qui s'en est systématiquement occupée à ma place, parce qu'effectivement, j'avais besoin de quelqu'un pour pallier à ce niveau d'exigence-là, sociale, que moi, je pouvais pas atteindre. Faire des cadeaux de Noël, faire des cadeaux aux anniversaires, logiquement, voilà, c'est quelque chose qui se fait quand on est adulte, quand on a un salaire. Eh ben moi, c'était quelque chose que je ne faisais pas, et je compte plus le nombre d'anniversaires et de Noël où j'ai pas offert de cadeaux, tout simplement parce que la tâche ou l'action, prendre le temps de réfléchir, d'identifier ce qui va être intéressant et ensuite d'en faire l'acquisition, ben non, ça rentrait pas dans mon emploi du temps qui était déjà extrêmement priorisé pour pouvoir tenir au jour le jour. Et aujourd'hui, ça fait partie des choses qui vont aider pour revenir sur ce sujet aussi de la culpabilité d'être malade. C'est qu'en fait, je prends quand même cette grille-là en me disant, en fait, il y a une norme socio-adaptative à laquelle moi je n'accède pas à ce niveau-là. J'ai ma propre norme et je fais du mieux que je peux dans le cadre de ma propre norme. Et actuellement, j'essaye, très compliqué, mais j'essaye de reprendre un tout petit peu de travail. Et pour aller au travail, j'ai négocié, on s'est organisé pour que je puisse y aller en taxi. Parce que clairement, je sais que je peux pas assurer un temps de déplacement par mes propres moyens, plus un temps de travail de quelques heures dans la foulée. Et c'est vrai que quand je suis dans le taxi, il y a des moments, ça me traverse encore de me dire mais quelle princesse qui se fait balader en taxi pour aller jusqu'à son lieu de travail. Et en fait non, si je reprends ma réflexion sur la question de la norme, non, c'est pas que je suis une princesse, c'est que si je veux pouvoir essayer de vivre ma vie au mieux et si je veux me donner des conditions les plus facilitantes possibles pour essayer de reprendre un peu de travail, ça passe obligatoirement par ces adaptations-là. Merci, merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant, passer la parole à Laurence Roux. Ça vous fera un petit temps, donc on va parler un quart d'heure de capitalisation. Voilà, Jean Didier, Isabelle et Aurore, vous pouvez déconnecter micro et caméra et prendre un quart d'heure de pacing. À tout à l'heure. On reviendra après avec les questions. Alors, moi, je vais vous présenter la capitalisation de la démarche d'élaboration du pacing. Et pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est la capitalisation. Donc, la capitalisation de l'expérience en promotion de la santé, c'est un très gros projet qui est piloté actuellement, enfin depuis fin 2016 par la DGS, porté par la SFSP et la FNES, et qui part en fait du postulat que les associations de patients et d'usagers mènent nombre d'actions qui sont tout à fait remarquables, mais qui sont en fait peu visibles parce que notamment elles sont peu évaluées. Donc, à l'échelle locale, énormément de choses sont faites, mais voilà, les pouvoirs publics ont très peu de visibilité.
Donc, la DGS a décidé de confier à la SFP et à la FNES le soin de mettre au point une méthode afin d'arriver à capitaliser des expériences, des actions en prévention et en promotion de la santé. Donc, la capitalisation, c'est une démarche qui valorise les connaissances issues de l'expérience. Ça, c'est très, très important à dire, en fait. C'est vraiment vos savoirs expérientiels donc, qui sont appréhendés lorsqu'on capitalise une action. Donc, évidemment, on capitalise pour faire connaître aussi, faire partager cette expérience et on capitalise pour illustrer les formes d'intervention possibles et évidemment, tout cela avec l'objectif de contribuer à améliorer la santé des populations. Donc, comment ça fonctionne, la capitalisation? Ça répond en fait à la question comment une action marche, comment fait-on, comment les acteurs, les porteurs de l'action font-ils pour qu'elle marche? Donc, les acteurs, les porteurs du projet et de l'action sont au centre de la démarche et on s'appuie sur leurs récits, leurs expériences. Donc, en fait, il y a un accompagnateur de la capitalisation qui est formé donc à cette méthode, qui va interviewer un contributeur, donc qui est le porteur de projet et de l'action, et qui donc mène un ou des entretiens suivant le type de l'action avec une grille d'entretien et ce qui lui permet donc d'obtenir des données, sur les pratiques et sur l'observation de ce que ces pratiques produisent. Et puis ensuite, l'accompagnateur donc va analyser toutes ces données et avec le contributeur, ils vont en fait participer à la rédaction d'une fiche qui ensuite donc cette fiche sera mise sur un portail qui est en voie d'élaboration et qui va donc être ouvert en début 2022 parce que la capitalisation d'expérience c'est une démarche qui commence. Donc vous aurez un portail national des capitalisations de l'expérience des expériences en promotion de la santé que vous pourrez retrouver. Et vous pourrez donc retrouver notamment celle portant sur la capitalisation du pacing. Donc, la contributrice dans ce cadre était Isabelle Fornazieri et donc l'accompagnatrice de la capitalisation, c'était moi. Donc, quand on capitalise une action, on commence à regarder le contexte. Donc, ça, vous savez bien mieux que moi qu'il n'existe pas de traitement médicamenteux pour le EMSFC, ni de programme d'ETP. Et la question de départ, c'était est-ce que l'association, ou voire une association, peut-elle impulser, voire construire elle-même un programme d'ETP lié à la maladie qu'elle accompagne, en prenant en compte le cadre et la structuration d'un programme d'ETP et la pathologie particulière EMSFC. Donc, la méthode que Isabelle Fornazieri a mis au point, ça a tout d'abord été une revue de la littérature, donc qu'elle a menée entre autres avec la chercheure Emmanuelle Jouet que vous avez vu tout à l'heure. Donc une revue de la littérature internationale. Isabelle a mené aussi des entretiens auprès de personnes atteintes d'épuisement chronique. Et ensuite, donc l'association, la SFSC, a permis en tant qu'association de réunir ses membres après tous les témoignages obtenus. Et il y a eu donc ce projet donc de co-construction et qui a abouti au programme, donc au programme pacing et à l'outil pacing. Je vais faire un petit focus sur les entretiens, le recueil en fait de données à partir des entretiens et leur analyse. Quand on est une association de patients et d'usagers, il faut vraiment en prendre conscience. Je suis pas sûre que toutes les associations voient cette force associative qu'elles ont implicitement. On peut très facilement et très rapidement obtenir des données basées sur les savoirs expérientiels de ses membres. Comment? Eh bien, soit en sollicitant des retours de témoignages ou en faisant passer des entretiens, en organisant des focus group ou en envoyant des questionnaires. Vraiment, les associations ont cette potentialité-là qui est extrêmement intéressante et qui, je fais une petite aparté, je l'espère, sera reconnue quand on aura fait le tour de la crise sanitaire parce que les associations ont vraiment joué un rôle absolument majeur et ont participé vraiment du système de santé de façon extrêmement active pendant cette crise. Et notamment parce qu'ils avaient ce retour rapide du terrain.
Donc, ce que Rémi Gagnère et Olivia Gross disent, c'est que en fait, voilà, le fait d'être une association et de déployer plusieurs types de méthodes pour recueillir les témoignages ou les savoirs expérientiels des personnes, cela formalise un soutien maïeutique, donc pour faire émerger les savoirs relatifs au vécu de la maladie. Et ce qui est très très important à noter, c'est qu'ils permettent de faire émerger le général derrière le particulier. Et là, on le voit bien quand je vois défiler le chat. Voilà, il y a tout un tas de commentaires. On voit bien qu'il y a une similitude entre entre vos différents savoirs ou vos différentes réactions par rapport à la maladie, qui fait que l'association, donc quand elle recueille tous ces témoignages, permet de généraliser voilà, des ressentis ou des stratégies qu'éprouvent ou que mettent en place les personnes atteintes d'une maladie particulière. Alors, les données probantes versus les données expérientielles. Alors, les données probantes, c'est des données qui sont produites lorsque l'on met en place des programmes, notamment via des programmes de recherche, et qui produisent donc des données qui ont un certain niveau de preuve, donc avec des méthodologies très particulières. Donc, quand on mène une action, en général, on va regarder s'il y a des actions qui ont déjà été déployées et qui ont produit des données probantes, c'est-à-dire qui ont été vraiment évaluées de manière avec une méthodologie extrêmement pointue. Et on a donc les données issues des savoirs expérientiels. Et c'est bien pour ça aussi donc que la capitalisation, le projet de capitalisation est né. C'est parce que ces données expérientielles, donc on les voit finalement moins que les données probantes, et elles sont tout aussi intéressantes que les programmes de recherche qui produisent des données probantes. Donc finalement, Isabelle Fornazieri et Emmanuel Jouet ont démontré que les moyens thérapeutiques classiques qui ont démontré leur efficacité ne sont pas généralisables, et elles ont déconstruit les données probantes fournies par la littérature en priorisant notamment les données issues des savoirs expérientiels dans l'élaboration du programme Pacing. Et ça, c'est vraiment extrêmement original et audacieux, je dirais, et qui vraiment c'est à souligner. Un petit mot sur l'outil Pacing qui est extrêmement intéressant à tout point de vue, mais il se base donc sur un rythme circadien. Il utilise les capacités de la personne à anticiper. Donc ça, on en a beaucoup parlé lors du webinaire de la fatigue hier. Ça, c'est vraiment très important. Je vois dans le chat aussi, il y a des personnes qui en parlent. Et il permet aussi de croiser la compréhension d'un fonctionnement lié à la fatigue chronique, à des facteurs individuels et à un contexte particulier. Donc finalement, cet outil mobilise les compétences d'autogestion de la personne, et donc il optimise l'autonomie de la personne et son pouvoir d'agir sur son état de santé, ce qu'on appelle habituellement l'empowerment. Utiliser l'outil fait partie de ce qu'on appelle les stratégies de coping, c'est-à-dire les stratégies d'adaptation que l'on met en réponse à une maladie ou à un symptôme. Donc ce que nous disent aussi Divernois et Rémi Gagnère, c'est que être atteint d'une maladie convoque un processus de métacognition qui sert aux personnes malades à devenir conscientes de ce qu'elles savent afin de prendre soin d'elles-mêmes, et elles servent les compétences d'auto-soin et d'adaptation à la maladie. Donc, pourquoi avoir capitalisé la démarche conduisant au programme Pacing? Donc, j'en ai déjà évoqué certains points, son originalité, son innovation. Ce que l'on peut redire, c'est qu'elle a été conduite par une association, donc dans l'objectif d'améliorer la santé des personnes. Ça, c'est extrêmement important. C'est un des buts de du choix des actions qui vont être capitalisées. C'est un des critères. Elle est principalement donc basée, cette démarche, sur les savoirs expérientiels des personnes atteintes d'épuisement intense, et le programme Pacing a été construit donc pour des personnes malades, par des personnes malades. C'est ce que Isabelle nous disait tout à l'heure, c'est vraiment le principe du par et du pour. Elle valorise donc la démarche participative et la démarche d'empowerment. Donc, très innovante, je l'ai déjà dit. Elle rentre dans le cadre d'une démarche de prévention tertiaire, et elle favorise donc la diffusion d'une connaissance partageable. C'est aussi pour ça qu'on capitalise. C'est pour pouvoir avoir des informations, avoir des données qui puissent être transposées dans un autre contexte, sur un autre territoire,
dans le cadre d'une autre maladie. Et notons que l'outil pacing peut être utilisé, ça on le verra dans le futur, mais très sûrement pour d'autres maladies comme pour la fibromyalgie. La démarche de l'élaboration de l'outil pacing repose sur un changement de paradigme qu'Isabelle Fornazieri appelle le penser autrement. Notamment, on insiste sur le savoir reconnaître les signaux d'alerte d'aggravation de la maladie. Ça permet d'utiliser, de développer ses ressources personnelles, se faire confiance en tant que personne. Voilà, ça c'est vraiment très très important, et en tant que personne sachante. C'est pareil dans le chat, j'ai vu beaucoup d'éléments, enfin vous parliez beaucoup de culpabilité, du fait qu'on ne vous croit pas, enfin et ça en fait c'est vraiment un paradigme qu'il faut mettre en avant, c'est que chaque personne sait ce qu'elle ressent, et ce qu'elle ressent est une réalité et personne en face ne peut le remettre en question. Donc, le changement de paradigme porte aussi sur l'éclairage et la soumission des données probantes par des données issues des savoirs expérientiels, donc des savoirs des personnes atteintes de la maladie. Et il porte aussi sur la construction d'un outil et d'un programme ETP à partir de savoirs expérientiels liés à la pathologie ou aux symptômes, et en ayant notamment mobilisé ce que l'on appelle la paire émulation. Et la paire émulation, c'est vraiment travailler ensemble. Hein, tout à l'heure, je crois que c'était aussi Isabelle qui nous disait qu'on ne peut pas s'imaginer si on ne le vit pas. Il y a beaucoup dans le chat aussi de gens qui disent « Ah, mais je me reconnais dans ce que nos trois orateurs précédemment donc ont pu décrire de leur expérience ». Voilà, c'est ça la paire émulation. Et en fait, la paire émulation est sous-tendue par un mécanisme d'identification introjectif. C'est Freud qui l'a décrit le premier. Et en fait, le fait d'être atteint de la même maladie, du même symptôme, permet de très sûrement comprendre beaucoup plus rapidement celui qui échange avec vous, et permet sûrement aussi d'accélérer les processus d'apprentissage et le partage des expertises expérientielles. Cette démarche de l'outil pacing, en fait, formalise une réponse à un enjeu sociétal et politique, parce que la démarche, finalement, elle a valeur de plaidoyer pour un engagement des patients et des usagers dans l'élaboration et le choix des réponses à apporter à leurs problématiques et dans l'amélioration de leur qualité de vie. Alors ça, c'est souvent des choses qui sont déniées par les professionnels de santé. Mais voilà, le sachant, il est des deux côtés, du côté du professionnel de santé et aussi du côté de la personne atteinte d'une maladie ou d'un symptôme. La démarche et l'outil pacing participent de la démonstration donc aux professionnels de santé de la valeur des savoirs expérientiels dans la construction des stratégies thérapeutiques. Donc ça commence un petit peu avec les patients partenaires, les patients experts. On commence un peu à voir cette sollicitation que font les professionnels de santé à l'égard des patients, mais il faudrait vraiment la généraliser. Donc, ce que nous dit Druet, c'est que la participation des patients et des citoyens est devenue un enjeu sociétal et politique pour des raisons démocratiques, morales et éthiques, mais aussi pratiques. Voilà, merci de votre attention.